Je disais que j'étais acteur. Et puis à force de le dire à des gens, il fallait que je le fasse. Puis je l'ai fait. Et ça correspondait exactement avec ce que je pouvais, avec ma violence. Gérard, la légende Depardieu. Avec un palmarès de plus de 200 longs métrages et de quasiment 200 millions d'entrées pour ses films, on ne compte plus ni ses récompenses ni les personnages mythiques qu'il a incarnés, de D'Artagnan à Christophe Colomb, en passant par Danton, le Comte de Monte Cristo ou encore Obélix. J'ai faim. Pourtant, si vous entendez parler de lui aujourd'hui, c'est probablement pour un palmarès bien moins reluisant. Depuis 2018, l'acteur a été accusé de 2 viols, 5 agressions sexuelles, auxquelles il faut rajouter les 16 femmes qui ont témoigné dans la presse contre lui pour des faits d'agression sexuelle, physique et verbale. Donc il me dit, toi, tu les aimes petites et qui grossissent en bouche. En plus de tout ça, le 7 décembre 2023, il fait l'objet d'une émission spéciale complément d'enquête où on découvre des images qui vont choquer la France entière. Vas-y, prends la photo pendant que je touche sa petite fille qui doit être bien touffue, bien poilue. La France entière, pas tout à fait. Une poignée d'irréductibles gaulois continue envers et contre tout à défendre l'interprète de Cyrano, au point que l'acteur semble être devenu malgré lui le porte-étendard de la lutte contre la cancel culture. Au moment où cette vidéo est tournée, nous sommes quelques jours avant le procès du comédien pour 2 faits d'agression sexuelle survenus en 2021, procès qui devrait être suivi de plusieurs autres et dont les issues auront forcément un gros impact symbolique dans l'histoire du mouvement MeToo en France. On va donc essayer de comprendre ce qui lui est reproché précisément, ce qu'il risque et surtout, comment il en est arrivé là. Bonjour à tous, c'est Ménès de French Pictures et aujourd'hui on va parler de la chute de l'un des plus gros monuments de l'histoire du cinéma français, Gérard Depardieu. Pour comprendre comment notre GG national est passé de potentiel GOAT du cinéma français à potentiel prisonnier de Fleury-Mérogis, on va devoir tout reprendre depuis le début et se plonger dans l'enfance de l'acteur, et je préfère vous prévenir que ça devient très vite très bresson. Gérard Xavier Marcel Depardieu est né le 27 décembre 1948 à Châteauroux. C'est le 3e enfant d'une famille très pauvre, son père est un carrossier analphabète qui abuse régulièrement de la boisson, ce qui a tendance à le rendre violent. En grandissant, il fait face à une ambiance sinistre au sein de son foyer, et le petit Gérard passe le plus clair de son temps à fuir dans les rues, sauf qu'il commence très vite à y faire de mauvaises rencontres et à avoir un train de vie peu recommandable. Et quand je dis peu recommandable, c'est pas qu'il volait des bonbons à la boutique du coin, non, il raconte avoir dès l'âge de 9 ans assisté et même participé à plusieurs violentes réunions orchestrées par ses amis. Oui, vous m'avez bien entendu, comme façon de découvrir la sexualité pour un enfant, je pense qu'on peut difficilement faire pire. Et pourtant, le jeune garçon va quand même réussir à surenchérir, il déclare qu'à partir de 10 ans, il commence à fuguer pour explorer la France en autostop, sauf que sans argent, il doit se débrouiller, et dès cet âge-là, Depardieu dit avoir commencé à se prostituer auprès d'automobilistes. Je vous avais prévenu que c'était dark. Dès l'âge de 13 ans, il quitte l'école et commence à faire du trafic de cigarettes, il déterre des cadavres pour les dépouiller, et finir même par se retrouver en prison à 16 ans pour vol de voiture. Si je vous raconte tout ça, c'est qu'il faut bien comprendre qu'au départ, cet enfant des rues n'était absolument pas destiné à devenir un grand comédien multimillionnaire, mais clairement a très mal tourné. Et comme vous le verrez plus tard, cet aspect va avoir un gros impact sur ce qu'il va devenir par la suite et sur sa carrière. Bref, contre toute attente, c'est suite à ce passage en prison qu'il va décider de reprendre sa vie en main. À sa sortie, il décide de quitter Châteauroux et de suivre un ami qui veut aller vivre à Paris pour tenter sa chance en tant que comédien. Jacques, c'est toujours 40 balles ton rouge. Une fois à Paris, le jeune Castelroussin commence à découvrir le métier d'acteur, son accent des rues lui pose problème, mais son allure atypique de voyou lui donne un charme unique et il commence très vite à faire ses premiers cachets. Pendant plusieurs années, il peinera tout de même à se faire vraiment un nom dans le milieu, mais tout basculera pour lui le jour où il fera la rencontre de Bertrand Blier, réalisateur qui lui offre l'un des 2 rôles principaux de son film Les Valseuses, rôle qui le propulsera dans une toute autre stratosphère. Si le choix de Blier se porte sur Depardieu, ce n'est pas un simple coup de chance. C'est justement grâce à son passé insolite très proche de celui de son personnage de Jean-Claude que l'ancien voyou arrive à convaincre le réalisateur que c'est l'homme qu'il lui faut. Certains passages du film ont même été ajoutés en se basant sur des anecdotes de l'acteur, comme par exemple la première séquence du film qui s'inspire des passe-temps qu'il avait avec son frère étant petit. Oui, je suis d'accord avec vous, on aurait pu anticiper que ça allait mal finir cette histoire. Toutefois, le succès du film est monstrueux, il fait plus de 5 millions d'entrées et devient instantanément un classique. À partir de là, les choses vont très vite s'emballer pour le comédien. Dès l'année suivante, il est nommé au César du meilleur acteur, et l'année d'encore après, il partage carrément l'affiche d'un film aux côtés de la star mondiale Robert De Niro.
Le seul petit bémol dans cette ascension, c'est que malgré la diversité des projets auxquels il participe, son rôle de Jean-Claude lui colle à la peau aussi fermement que son éternel blouson de cuir. Le jeune homme semble condamné à interpréter éternellement des voyous pervers ou d'anciens voyous pervers de film en film. Même dans 1900, qui est quand même une grande fresque historique sur le début du XXe siècle, son personnage semble directement inspiré de son rôle dans Les Valseuses. Bon, il ne s'en plaint pas car ça va lui permettre d'enchaîner des projets sans interruption, étant donné que dans les années 70, les films qui se veulent provocateurs sont légion. Par contre, pour promouvoir ses projets, Depardieu est souvent incité à se vanter de son passé tumultueux, ses anecdotes de jeunesse venant entretenir sa légende et son succès. Il s'en donne à cœur joie, mais cette habitude va lui jouer de sales tours par la suite, on y reviendra un peu plus tard. Aussi, les rôles qu'il incarne et les réalisateurs avec lesquels il travaille ne l'incitent pas particulièrement à remettre en question les mauvaises habitudes qu'il a pu prendre vis-à-vis des femmes, et plusieurs de ses partenaires de jeu, déjà à l'époque, se plaindront à demi-mot de l'acteur et de certains de ses metteurs en scène fétiches. Vous retourneriez avec lui? Non. Bien entendu, à ce moment-là, ça passe complètement inaperçu, et dans les années 80, la carrière de Depardieu va même prendre une dimension encore plus importante, notamment grâce au film Le Dernier Métro, qui le change de registre et lui permet d'obtenir le César du meilleur acteur. C'est à partir de là qu'il pourra enfin s'emparer de rôles prestigieux, tels que celui de Danton, Jean de Fleurette, et quelques années plus tard, Cyrano de Bergerac. Est-ce que son attitude vis-à-vis des femmes change aussi à ce moment-là? D'après les témoignages qu'on a maintenant, a priori pas du tout, mais sur le coup, son image devient encore plus marketable, et le rôle de Cyrano lui vaudra le prix d'interprétation à Cannes, un nouveau César et même une nomination aux Oscars. Malheureusement pour lui, cette nomination, loin de signer l'apogée de sa carrière, marquera au contraire le début de ses problèmes, puisque c'est là qu'il fera face à son premier scandale sexuel. En décembre 1990, les films Cyrano de Bergerac et Green Card sortent sur les écrans américains. Si comme moi c'est la première fois que vous entendez parler de Green Card, il s'agit d'une comédie romantique hollywoodienne qui met en scène notre GG national. Avec la sortie quasiment simultanée de ces deux films, Depardieu charme un nouveau public de l'autre côté de l'Atlantique et il est nommé à la fois au Golden Globe et à la cérémonie des Oscars cette année-là. Malgré une concurrence assez rude, le Frenchie obtient le Golden Globe du meilleur acteur, ce qui devrait le placer en favori dans la course à l'Oscar. Sauf que ce soir-là, les Américains vont découvrir un personnage auquel ils ne s'attendaient pas du tout. Il arrive complètement bourré et débraillé sur scène, embrasse la présentatrice dans le cou sans lui demander son avis, et fait un discours qui ne laisse planer aucun doute sur son taux d'alcoolémie. Il ira ensuite en coulisses pour embrasser Julia Roberts sur la bouche par surprise devant son fiancé, en lui déclarant après coup « T'inquiète pas, je connais ton père ». Yes. Outré par cette attitude, la presse américaine se met à enquêter sur le personnage, et quelques semaines plus tard, patatras, à l'occasion de la journée de la femme, le New York Post ressort une ancienne interview de Depardieu où il revient sur les viols auxquels il aurait participé quand il avait 9 ans. Il y raconte « C'est mon pote Jackie, il avait 16 ou 17 ans, qui m'a amené à mon premier La fille, une brune d'une vingtaine d'années, attendait son bus. Une chose en amène une autre, et hop, c'était comme ça, c'était normal. Nickel. Et histoire de nous achever, il ajoute, il n'y avait rien de mal à ça, les filles voulaient être violées. Je veux dire, ça n'existe pas le viol. C'est seulement une fille qui se met dans la situation qu'elle désire. La violence n'est pas commise par ceux qui perpétuent l'acte, mais par les victimes elles-mêmes, celles qui permettent que ça arrive. Bon. Comment vous dire qu'après ça, l'Oscar, il pouvait s'asseoir dessus. Et c'est là qu'on peut voir à quel point Depardieu avait envoûté la France durant cette période. Le monsieur avait tellement habitué le public de l'époque à son personnage frappadingue qu'il trouvait presque ça normal de dire des choses aussi ahurissantes et se croyait tout permis quand il était en présence d'une femme, même devant une caméra. Quoi qu'il dise ou qu'il fasse, on avait simplement l'impression de retrouver ce bon vieux Jean-Claude des Valseuses, devenu petit à petit ce bon vieux GG. Mais du côté des États-Unis qui l'ont découvert via la classe sans pareil d'un Cyrano de Bergerac, autant vous dire que la désillusion était grande. Cet article mettra donc un énorme frein à la carrière hollywoodienne du monsieur, même si heureusement pour lui, il avait déjà signé à ce moment-là le rôle de Christophe Colomb avec Ridley Scott. Après cette mésaventure, il paraît cependant clair pour notre célébrité nationale que la suite de sa carrière se fera essentiellement sur le territoire hexagonal, endroit où il a été défendu bec et ongle face à cette polémique. L'attaque, comme souvent aux États-Unis, est venue de la presse, orchestrée par le Time Magazine et une de ses journalistes aux élans féministes, sans doute perturbée par la trop grande popularité et séduction de l'acteur. Sans doute. Il reprendra donc du service avec le rôle principal du film Germinal, énorme succès qui fera plus de 6 millions d'entrées en France, et il obtiendra quelques années plus tard le rôle d'Obélix, personnage ô combien chéri par les Français. Tout semble rentrer dans l'ordre pour le comédien, et dans les décennies qui suivront, il ne sera plus jamais inquiété, et continuera à faire environ 5 films par an sans qu'aucune des nombreuses polémiques qu'il provoquera ne vienne impacter un tant soit peu sa carrière.
qu'il fasse plusieurs accidents de moto en état d'ivresse où il blesse des personnes, qu'il frappe sur des photographes, qu'il urine dans un avion devant les passagers ou qu'il change de nationalité pour des raisons fiscales, rien ne semble choquer les Français quand il s'agit du grand Gérard. On y voit toujours le bon côté des choses, il n'est pas alcoolique, il est bon vivant, il n'est pas violent, il est viril, il n'est pas grossier, il est provocateur, il n'est pas avare, il connaît mieux que personne la valeur de l'argent, lui qui a grandi dans la misère. L'amour du public français lui est indéfectible. Et pourtant, quelques années plus tard, en 2018, La parole d'une femme va finalement réussir à faire changer le regard de quelques Français sur l'acteur, avant que petit à petit, l'opinion publique de toute la nation ne vienne se retourner contre lui. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire visant Gérard Depardieu. L'acteur fait l'objet d'une plainte déposée par une jeune comédienne pour viol et agression sexuelle. Les faits se seraient produits, selon la plaignante, il y a 3 semaines, au domicile parisien de Gérard Depardieu. En août 2018, l'actrice Charlotte Arnoux se rend chez Depardieu pour prendre un thé. L'acteur est un ami de son père, elle le connaît depuis toute petite, elle le considère comme un oncle. Quelques jours plus tôt, ils s'étaient tous les deux croisés par hasard dans la rue et Depardieu avait invité la jeune femme à venir chez lui pour prendre des nouvelles. Elle est ravie de passer un moment avec lui, surtout qu'elle compte tenter le conservatoire d'art dramatique cette année-là, on peut difficilement imaginer un meilleur mentor. Et pourtant, elle va vite, très sévèrement, déchanter. Une fois installé, après avoir échangé quelques banalités, Gérard Depardieu se lève de son fauteuil et se plante face à elle. Il se met alors à la peloter sur place avant de l'amener à l'étage où, d'après elle, il lui fera subir plusieurs actes sexuels non consentis. D'un seul coup, je me retrouve être la petite fille face à son grand-père, qui obéit, et j'ai plus aucune prise sur mon corps, sur moi-même, je ne peux rien faire, alors que je n'ai qu'une envie, c'est de prendre la fuite et de partir en courant. Quelques semaines plus tard, la jeune femme se rend au commissariat de Lambesc pour porter plainte. La procédure pénale qui va suivre va être très longue car il s'agit d'un dossier assez complexe avec des éléments qui vont un peu dans les deux sens. Du côté de Depardieu, il nie tout comportement répréhensible par la loi et aurait même une conversation par message qui confirmerait ses dires, notamment un texto de Charlotte Arnoux datant d'après le rendez-vous où elle écrit « Mon doux Gérard, j'ai appris la scène et j'espère la travailler avec vous bientôt ». Il indique également que Charlotte serait revenue le voir quelques jours plus tard, ce qui prouve selon lui qu'elle avait toujours agi de son plein gré. Du côté de Charlotte Arnoux, elle réplique en expliquant que suite au choc psychologique qu'elle avait subi, elle avait traversé une période de forte confusion où elle n'avait pas su comment réagir. Elle précise d'ailleurs qu'elle s'était rendue à ce deuxième rendez-vous dans le but de mettre les points sur les i avec le comédien, mais qu'avant qu'elle ait pu le faire, l'homme s'était à nouveau jeté sur elle pour lui faire vivre la même chose une seconde fois. Pour appuyer ses propos, la jeune femme dispose d'un élément de poids, les enregistrements de vidéosurveillance du salon de Depardieu. Ces images vont plutôt dans le sens de son témoignage. On y voit effectivement le septuagénaire se lever face à une Charlotte Arnoux tétanisée qui garde ses mains dans son dos et qui reste immobile quand l'homme lui glisse les mains sous son t-shirt et son short avant de l'emmener à l'étage qui lui n'est pas sous vidéosurveillance. Les avocats de Depardieu affirment toutefois que sur la vidéo, on ne voit pas de lutte du côté de la présumée victime, mais l'enregistrement montre tout de même le côté très soudain de l'action et la surprise peut faire partie des éléments caractéristiques d'un viol. L'affaire sort en plein mouvement MeToo. C'est quoi ce MeToo ? La jeune femme bénéficiera donc de quelques soutiens, notamment l'actrice Emmanuelle de Bévert, qui portera aussi plainte en déclarant avoir elle aussi été victime d'agressions sexuelles de la part de Depardieu sur le tournage de Danton en 1983. Bien que les faits soient prescrits, cela ajoute de la crédibilité au témoignage de Charlotte Arnoux. Malheureusement, comme je vous le disais précédemment, la procédure est très longue et à l'heure où je vous parle, aucun verdict n'a encore été rendu. Pendant plusieurs années, ces affaires n'auront donc aucun impact sur la carrière du franco-russe qui tournera entre 2018 et 2023 dans pas moins de 15 films, 3 séries et 2 documentaires. Si pour d'autres personnalités ce genre d'accusations peuvent être fatales, dans le cas de notre GG, son totem d'impunité semble résistant à toute épreuve. Pourtant, en 2023, cette immunité va finalement commencer à se fissurer avant de carrément voler en éclats. Je suis fan, je m'attends à lui dire « Ah, j'adore Cyrano de Bergerac, je connais tout le film par cœur. » Mais en fait, non, il me rappelle bien ma place, que je suis un petit objet sexuel à côté et qu'il peut me caresser les seins. Voilà, c'est ça qu'il peut faire et c'est toute l'interaction qu'on aura, quoi. Le 11 avril 2023, le journal Mediapart publie le témoignage de 13 femmes ayant subi des agressions sexuelles de la part de Depardieu sur des tournages entre 2004 et 2022. Et cette fois-ci, ces témoignages vont véritablement choquer le public. Et je sens sa main qui va le long de mon dos et qui pousse mon short, quoi, et qui rentre dans ma culotte, pour être précis. Donc je lui vire la main une fois, il le refait, je lui vire la main une deuxième fois, et du coup je verbalise, je dis il y a Gégé qui est en train de mettre sa main dans mon short. Et en fait, il m'a répondu « Bah quoi, je croyais que tu voulais réussir dans le cinéma ». Bon, suite à cet article qui cumule un paquet d'anecdotes semblables, Depardieu commence à faire face à ses premiers revers.
À l'époque, il donne des concerts dans toute la France où il reprend des chansons de son ancienne amie Barbara. Des collectifs féministes viennent alors manifester devant ses concerts pour les perturber. De même, l'acteur se retrouve complètement écarté de la promotion du film Umami qui sort en salle un mois après l'apparition de l'article. Je suis foutu. La boîte à retraite. Dans un dernier élan, Depardieu décide alors de prendre la parole dans une lettre ouverte où il nie en bloc les reproches qui lui sont faits. Si pensant vivre intensément le présent, j'ai blessé, choqué qui que ce soit, je n'ai jamais pensé à faire du mal et je vous prie de m'excuser de m'être comporté comme un enfant qui veut amuser la galerie. Mais je ne suis ni un violeur, ni un prédateur. D'autres personnalités du cinéma, comme son ex-compagne Carole Bouquet, se prononcent également pour défendre l'acteur. Je connais les démons de Gérard. Il est incapable de faire violence à une femme. À ce moment-là, le comédien nourrit sans doute un espoir de pouvoir convaincre les Français et revenir sur le devant de la scène. Sauf que le 7 décembre 2023, il allume sa télé et à son grand désarroi, il tombe sur ça. Si jamais il galope, elle jouit. C'est bien, ma fifi, continue, tu vois, elle se gratte là. Ces images, vous les avez forcément vues, et pour bien comprendre d'où elles sortent, il faut revenir une nouvelle fois à l'année 2018. À ce moment-là, l'auteur, chroniqueur et réalisateur Yann Moix cherche à faire un film sur la Corée du Nord. C'est un sujet qui le fascine, lui qui adore la controverse. Malheureusement pour lui, malgré ses efforts, impossible de réunir les fonds nécessaires. Il lui vient alors une idée qui, sur le coup, lui paraît géniale, embarquer avec lui Gérard Depardieu pour filmer l'anniversaire des 70 ans du régime nord-coréen. C'est vrai que dit comme ça, on voit pas trop à quelle heure ça peut être une bonne idée, mais voilà, Yann Moix aime la provocation et Depardieu adore rencontrer des dictateurs, ils sont donc tous les deux ravis de partir à la rencontre de Kim Jong-un. Pendant tout leur voyage, Yann Moix filme donc l'acteur interagir avec les Nord-Coréens et rentre en France avec plusieurs dizaines d'heures de rush. Problème, le comportement de Depardieu sur ces images est infâme, il harcèle sans arrêt la guide qui l'accompagne et globalement sur une réflexion perverse ou désobligeante à la moindre personne qu'il croise. Il paraît alors impossible de sortir le film sans que cela ne nuise très sévèrement à l'acteur. Le film et les images se retrouvent donc aux oubliettes pendant des années. Cependant, suite aux publications de Mediapart, France Télévisions réussit à se procurer ces images et à les dévoiler à la France entière. Elle a une petite robe bien ouverte, là, je vois des jetons. Presque la petite. Pour le coup, les réactions ne se font pas attendre. Dans les jours qui suivent, Depardieu se voit retirer sa statue du musée Grévin, son statut de chevalier de l'Ordre national du Québec, ainsi que sa médaille de reconnaissance de la ville de Bruxelles. On parle également de lui retirer sa médaille de chevalier de la Légion d'honneur qu'il a obtenue en 1996. Yann Moix monte alors au créneau pour défendre son ami et nous donne alors une explication assez farfelue. Il s'agissait en réalité d'un film de fiction. Dans ce film, Depardieu n'était pas lui-même, mais interprétait un personnage. J'ai tourné un film de fiction. Alors tout le monde me dit oui, c'est pas possible parce qu'un film de fiction, c'est un scénario. Mais si je vous citais le nombre de films dans l'histoire du cinéma qui ont été faits sans scénario, de Pierrot le Fou à In the Mood for Love, c'est une manière de faire du cinéma que de trouver le genre du film au montage. C'est assez spectaculaire de le voir dire ça en restant aussi droit dans ses bottes, alors qu'il sait très bien qu'il a donné des interviews en 2018 qui viennent complètement anéantir ce narratif. Et donc oui, j'ai eu l'idée de filmer Gérard. C'est d'ailleurs de manière tacite que je l'ai fait. Je ne lui ai pas demandé l'autorisation parce que moi j'allais finir un documentaire là-bas. Il m'a pas dit ni oui ni non. J'ai filmé, il n'a rien dit finalement. Et j'arrive à 1h30 de film à peu près, un film que je vais appeler donc 70. De même, Yann Moix affirme que l'extrait qui a le plus choqué, celui où il parle de la petite fille, a été tronqué. D'après ses souvenirs, Depardieu parlait à ce moment-là d'une femme de 35 ans, mais les images auraient été montées de façon à transformer ses propos. De l'autre côté, le groupe France Télévisions affirme avoir fait authentifier les images par un huissier qui confirme qu'il parlait bien de la petite fille. L'acteur bénéficiera tout de même d'une solide vague de soutien, avec notamment la tribune « N'effacez pas Gérard Depardieu » qui sera signée par une cinquantaine de personnalités françaises comme Benoît Poelvoorde, Nathalie Baye, Gérard Darmon ou encore Ariel Dombal. Principalement donc des personnes assez âgées quand même, ce qui vient renforcer l'idée d'un choc générationnel autour de cette affaire. Interrogé sur la possibilité de retirer la Légion d'honneur à Depardieu, le président de la République Emmanuel Macron a également pris la défense de l'acteur. La Légion d'honneur est un ordre dont je suis en effet le grand maître, qui n'est pas là pour faire la morale. Et donc c'est pas sur la base d'un reportage ou telle chose qu'on enlève la Légion d'honneur à un artiste. Je le dis en tant que président de la République, mais en tant que citoyen, il rend fier la France. Cependant, quelques semaines plus tard, une décoratrice et une assistante à la réalisation vont elles aussi porter plainte contre Depardieu pour des faits d'agression sexuelle survenus pendant le tournage des Volets Verts en 2021. Il les aurait pelotées toutes les deux de façon très insistante, au point que pour l'une d'entre elles, les gardes du corps de l'acteur auraient même fini par intervenir pour protéger la jeune femme. S'il est reconnu coupable par la justice, il pourrait écoper jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, et dans ce cas-là, il paraît très probable que la question de lui retirer sa médaille sera à nouveau posée. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de choses dans ce dossier qui s'étale quand même sur une période de quasi 50 ans, donc forcément j'ai pas tout mis, mais j'espère avoir réussi à vous éclairer un peu sur le sujet. N'hésitez pas à partager votre opinion en commentaire. Pour ma part, je pense que les enseignements attirés sur la descente aux enfers de cette icône du cinéma français dépassent de loin le cadre de sa personne. Dans son ascension comme dans sa chute, Depardieu n'a toujours été qu'un maillon dans des courants qui le dépassaient largement.
S'il a réussi dans un premier temps, c'est qu'il se retrouvait un peu par hasard à devenir l'égérie au cinéma du mouvement de mai 68, et par la suite, la star française a continué dans sa lancée en devenant la parfaite incarnation des dérives de cette libération sexuelle. D'un symbole de libération de la jeunesse française, il a fini par devenir l'emblème d'une autre forme d'oppression envers la gente féminine. Et c'est comme ça que quasiment 50 ans plus tard, Depardieu est finalement redevenu un symbole de libération, celle de la parole des femmes, mais cette fois-ci non plus dans le rôle du héros, mais dans celui du grand méchant. Et maintenant, la question qui agite le débat, c'est est-ce qu'on doit le faire disparaître? Est-ce qu'on doit effacer Gérard Depardieu de l'histoire de notre cinéma? Pour ma part, s'il me paraît évident qu'au vu des très nombreux éléments qui convergent contre lui, cet homme n'a clairement plus sa place sur un plateau de tournage, je pense que son parcours nous dit énormément de choses qu'on doit surtout ne jamais oublier. Comment le pouvoir peut rendre un homme complètement fou, comment on peut très vite abandonner les plus faibles face aux plus puissants, comment une omerta peut se mettre en place et couvrir des agissements infâmes pendant des décennies, et c'est en sachant cela qu'on peut faire en sorte que de pareilles choses ne se reproduisent plus, et ce sera peut-être ça le sens derrière la carrière aussi brillante que sombre de ce monstre sacré du cinéma français. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on en a plein d'autres du même style sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller les voir. N'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner si vous voulez voir nos prochaines vidéos. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, la MIF.